Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Si parfois vous vous levez avec la boule au ventre, si vous avez envie de jeter l'éponge, vous n'êtes pas seul. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs pour qui la réalité du travail est parfois beaucoup plus difficile qu'on la dépeint. Pour discuter avec moi de cet enjeu primordial pour demain, Solène Feig, autrice du livre nouvellement sorti « Pourquoi choisir quand on veut tout faire spécialisé dans les multipotentiels ». Solène, bienvenue sur Marketing Square. Bonjour Caro, merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Que vous soyez entrepreneur, consultant ou marketeur, j'ai juste le meilleur plan. Avec le compte Pro Blanc, gagnez du temps et allégez votre charge mentale. Ma fonctionnalité préférée, déclarer automatiquement vos revenus à l'URSSAF sans même sortir de l'application. Mais aussi centraliser votre compte pro, votre compta, vos assurances au même endroit, au même moment. Et pour en profiter dès maintenant, rendez-vous sur blank.app/Marketing Square ou rendez-vous dans le lien en description. Bonne écoute à tous. Ma première question, c'est justement, comment est-ce que tu définis la santé mentale? La santé mentale, c'est vraiment l'art de savoir en fait créer, mais à la fois se reposer, à la fois apprendre. Et apprendre aussi à poser des limites avec des sollicitations qui peuvent parfois être excessives, surtout quand on est indépendant. C'est l'art de s'écouter énormément. Alors ça paraît très holistique, mais je pense que c'est fondamental aujourd'hui avec toutes les sollicitations. Et je ne compte pas aussi tous les médias sociaux qui forcément y contribuent énormément aussi. Toi, comment est-ce que tu vois les enjeux de santé mentale aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce terme paraît être à la mode? Il y a encore déjà une dizaine ou une vingtaine d'années, prendre soin de sa santé mentale, c'était presque honteux. Il y a des études qui ont montré qu'entre 2019 et 2021, il y a eu environ plus de 40% de rendez-vous pris chez des psychologues et des psychiatres. Chose qui avant, tu vois, n'arrivait pas du tout ou beaucoup moins parce qu'en fait, on se considérait un petit peu comme fou, voire même, bah voilà, c'était une faiblesse, tu vois, c'était un petit peu honteux de prendre soin de sa santé mentale, c'était que quelque chose n'allait pas. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet et davantage aussi avec tous les médias sociaux, les réseaux sociaux qui nous tiennent en haleine un petit peu trop parfois. C'est très vrai ce que tu pointes sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est une des thématiques dont on va parler aujourd'hui. Comment on gère la sursollicitation? Parce que tu sois sur les réseaux sociaux ou que tu sois en freelance, c'est un vrai problème de quand il y a trop, comment on gère ça? Ça va paraître un petit peu bateau, mais je vais le développer. C'est d'apprendre clairement à poser ses limites. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû énormément apprendre à faire. Et je ne vais pas vous mentir, je pense que je l'ai beaucoup développé depuis que je suis maman aussi, parce qu'en fait, les priorités changent. Et donc, du coup, ça revient à dire que finalement, poser ses limites, c'est aller trouver la source, quelle est la priorité, en fait, de tout ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué chez moi, la maternité est devenue, entre guillemets, une de mes priorités. En tout cas, par rapport à avant, où je pouvais répondre à des messages à 23h et pareil, m'amuser à me dire que tant qu'il y a une notification, je ne quitterai pas ce téléphone. En fait, pas du tout, tu vois. Donc, je pense que c'est de revoir un peu ses priorités. Et c'est sur ça que moi, je voudrais insister, c'est de regarder un petit peu c'est quoi la priorité. Et c'est pas tant d'aller répondre à tout le monde, etc. pour leur donner une réponse tout de suite. Les gens, théoriquement, ne devraient pas mourir. On n'est pas des médecins, en fait. Donc, je pense qu'il faut remettre ça aussi en perspective. Je vais te poser la question inverse, c'est-à-dire comment on vit aussi, à quel point c'est difficile pour ta santé mentale, l'absence de sollicitation, c'est-à-dire se sentir invisibilisé. T'as pas de clients, quand tu n'as pas de vue sur les réseaux sociaux, quand le succès est pas au rendez-vous. Comment on fait dans ces moments-là? C'est quoi la routine ou peut-être les anecdotes que tu peux nous partager pour se recentrer? Je parlais de vision, je recommanderais toujours en fait de se rappeler pourquoi on fait les choses, quand bien même le monde autour de nous ne nous prend pas au sérieux. Et en effet, moi je suis passée aussi par là. Et je pense que ce qui m'a fait tenir, mais c'était pas très conscient, c'était beaucoup justement la vision que j'avais, qui était pas toujours très claire, mais c'était la vision et la confiance profonde en fait en ce que je faisais, même si ça ne semblait pas vraiment avoir de résultats. Je savais tellement ce que je voulais, et mine de rien, pareil, on diabolise beaucoup, mais cet ego-là qu'on diabolise énormément aujourd'hui parce qu'on a envie de le faire disparaître ou que sais-je, alors qu'il nous sert bien, parce que je pense que parfois savoir se reposer dessus et savoir s'en servir à bon escient, parce que l'ego n'est pas un mal en soi, il est dangereux quand il est mal maîtrisé. Mais je pense que quand on sait s'en servir, ça peut nous donner une sacrée rage, en fait. Je voulais te parler aussi de la sensation d'irrécupérabilité. En fait, tu sais, c'est ce truc qui fait que quand t'as déjà attendu 5 minutes le métro, tu dis « Ah, je vais pas partir maintenant ». Qui fait que quand t'as déjà dépensé 2000 balles dans une formation, tu dis « Ah, mais en fait, maintenant, je suis obligée de mettre en action, même si je me rends compte que ça m'attire plus vraiment ».
Et comment est-ce qu'on peut gérer ce sentiment d'irrécupérabilité et prendre la bonne décision, savoir s'il faut abandonner ou pas? Alors moi, j'ai une petite anecdote très personnelle. En 2020, j'ai cofondé une marque en lithothérapie, en beauté holistique avec une de mes amies. Ouais. On a eu donc une marque pendant 2 ans seulement. En 2022, donc on décide d'arrêter. Je décide de lui proposer de racheter mes parts, etc. Parce que justement, eh bien, je me suis posé cette question et j'ai été dans ce dilemme terrible que moi j'ai terriblement mal vécu sur le moment parce que voilà, c'est un projet dans lequel je me suis donné corps et âme et où, alors c'est pas un exemple, mais j'ai vraiment travaillé 12 heures par jour dessus. Alors, j'avais pas d'enfant non plus à l'époque. Et là, j'ai eu vraiment ce dilemme de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vraiment lâcher? Et là, c'est l'ego, en fait, qui prenait le dessus. Et c'est pour ça que je disais que des fois, c'est pas toujours bien de l'écouter. Parce que moi, je commençais à ne plus aller bien. Et je pouvais plus. Voilà, je pouvais plus être comme ça, je me reconnaissais pas dans ce projet. Et c'est là que j'ai vraiment décidé d'arrêter, de prendre mon courage à deux mains déjà pour lui annoncer que je souhaitais vendre mes parts, qu'il n'a pas été facile. Et même moi, d'assumer aussi tout ça. Parce que quand aussi on bâtit sur les réseaux sociaux, bah, il y a aussi ce choix qu'il faut assumer face au monde. Donc, toutes ces personnes qui vous voient bâtir des choses et qui du jour au lendemain, bah, vous devez leur expliquer que vous vous retirez du projet, vous abandonnez. Et en fait, ça, c'est très dur. Moi, je l'ai assez mal vécu. Mais on rebondit toujours. Enfin, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est que en réalité, je ne le savais pas sur le moment, mais c'est très vite venu, 2-3 mois plus tard, en lâchant quelque chose d'encore plus énorme finalement arrive derrière. Et moi, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et vu que j'ai une personnalité assez control freak, tu vois, où j'ai tendance à vouloir tout contrôler, bah, je pense qu'il y a ça aussi à aller voir. Et moi, c'est ça que j'ai été observée chez moi, c'est pourquoi je souhaite autant contrôler. Et ça m'a beaucoup aidée à lâcher prise justement, de me dire que je contrôlerai pas tout, et c'est un peu stoïcien d'ailleurs dans l'âme, c'est regarde un petit peu ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Et la philosophie stoïcienne m'a beaucoup aidée, ouais. C'est un bon post-it à s'imprimer et à mettre devant son bureau. En fait, là, cette galère-là, en fait, j'y peux rien. Donc, si j'y peux rien, ça n'a rien à faire dans mon espace mental, que j'appelle ma room. Parce que j'ai lu un bouquin que j'adore qui s'appelle Who's in Your Room. Et ce bouquin dit, en fait, ta tête, ton espace mental, c'est une pièce. Et c'est une pièce avec une one-way door, c'est-à-dire une porte à usage unique, où les gens peuvent rentrer, mais ils peuvent jamais en sortir. Et du coup, il faut bien que tu choisisses comment est-ce que tu entraînes ton bouncer, le vigile qui est à l'entrée de ta boîte de nuit, de ta room intérieure. Et il dit, c'est ça la clé du mieux-être, c'est maîtriser ce qu'il y a dans ton espace mental. Qu'est-ce que tu mets en fait à l'intérieur de ta tête? Ouais, complètement. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Instagram où je me suis un peu pris la marée parce que dans cette vidéo je disais, en fait, ne compte pas tes heures parce que tu travailles pour toi. Donc évidemment, je m'en doutais. J'ai pas eu que des gens qui comprenaient ce discours, mais en fait, mon argument, c'est que quelles que soient les expériences qui ont échoué, tu gardes ta room. Tu gardes ta chambre et en fait tout ce que tu as mis dedans, tout ce que tu as appris à façonner avec tes petites mains, tout ce que tu as créé comme connaissances, tout ce que tu as accumulé comme ressources, comme bonnes expériences aussi, comme souvenirs, et ben en fait ça, tu l'emmènes partout où tu vas. Et tu repars toujours avec ce bagage. On travaille jamais pour rien. Même si vous fermez votre boîte, si vous êtes dans un moment difficile, sauvegardez cette vidéo et souvenez-vous que ça arrive à tout le monde et ça fait mal des années après. Ouais, complètement. Puis comme je dis toujours, c'est bien un truc qu'on ne vous retirera jamais en fait. C'est toutes les connaissances, tous les apprentissages, toutes vos expériences, c'est un truc qu'on ne pourra jamais vous retirer. Vous serez enterré avec tout ça, en fait, quelque part. Donc, ça devient glauque. Voilà. Ça devient glauque, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a comme autre, selon toi, comme autre injonctions qui sont dans nos mauvaises pensées quand ça va pas? Évidemment, tu traites beaucoup du multipotentialisme. Moi, j'en vois une comme ça au hasard qui est genre, en fait, je suis bon partout, je suis bon nulle part, touche à tout, touche à rien, comme on m'avait déjà sorti en entretien d'embauche. Bah c'est ça, en fait, moi j'entends souvent, et puis je l'ai eu pensé de moi-même, c'est, moi je suis un expert de rien, je suis moyen en tout, ce genre de choses, et moi je peux plus entendre ça parce que moi je l'ai longtemps pensé pour moi, et j'entends beaucoup de mes clients aussi le penser. C'est à ce jour pourquoi je prends un peu la parole pour les profils multipotentiels, multipassionnés. Alors au final on met un petit peu l'étiquette qu'on souhaite, ou on n'en met pas du tout, mais c'est vraiment tous ces profils qui touchent à tout, puis il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense, qui touchent à tout et qui essaient tant bien que mal de se faire une place dans un monde d'hyper spécialistes finalement, tu vois. Un monde qui s'est hyper spécialisé avec le temps, parce que si je te prends l'époque de la Renaissance avec De Vinci, les hommes de la Renaissance,
On les appelait pas des multipotentiels, on les appelait les polymathes à l'époque. Et en fait, c'était complètement ça. De Vinci était autant un sculpteur, un peintre, un mathématicien qu'un philosophe. Et à l'époque, c'était bien vu, en fait. Plus on faisait de choses, et meilleur on était vu dans la société. Puis est venue cette ère de spécialistes qui a fait beaucoup de mal à ce type de profil, parce que c'est pas pour autant qu'ils n'ont jamais existé. Je pense juste que l'étau s'est un petit peu resserré. Et on le voit aussi dans nos entreprises aujourd'hui, quand on est recruté pour un poste, on est recruté pour un poste très spécifique en général. Donc oui, ce genre d'injonction, je me bats un petit peu contre ça. Et aussi, moi, j'ai tendance à dire qu'on peut tout faire, mais une chose à la fois. Et quand tu regardes effectivement, en fait, le multipotentiel, s'il lance un projet à la fois, il n'a pas de raison de se perdre, il n'a pas de raison de se faire un burn-out, il n'a pas de raison de tout faire à moitié. Mais en fait, il faut juste se dire que tu te prives de rien quand tu es dans un projet, mais il faut y allouer du temps. Moi, je fais des espèces de sprints. Comme ça, je m'ennuie jamais. Et aussi pour celui qui a tout le temps envie de prendre toutes les missions, qui ne sait pas refuser les choses. Moi, j'applique le conseil du Hell Yes. C'est un Américain qui l'a conceptualisé. À partir du moment où vous allez avoir cette règle en tête, tout va devenir plus clair. Quand vous êtes dressé un objectif, par exemple, si vous êtes comme moi hyperactif à très court terme, moi je fais des sprints de 3 mois. Je veux pas voir au-delà de 3 mois, ça m'ennuie sinon, ou ça m'angoisse. Donc pendant cette période de 3 mois, je vais me dire, mon objectif c'est ça. Par exemple, le livre, ou votre objectif ça va être changer de job, trouver un nouvel appartement. Mais vous donnez un objectif viscéral, un truc que vous avez en face de vous toute la journée. Vous vous dites, en fait là je veux que dans 3 mois, j'ai vraiment atteint cette nouvelle étape. À partir de ça, à chaque fois qu'on va vous faire une requête. Quand tu es indépendant, ça va être « Ah, est-ce que tu veux venir parler à cet événement ? Est-ce que ça va être machin ?» Si ça ne sert pas votre objectif, moi par exemple, j'avais plein de demandes pour autre chose que le livre. Ça te dirait de faire avec nous une formation LinkedIn ? Non. Oui, est-ce que tu pourrais intervenir à telle conférence en Angleterre sur tel thème ? Non. En fait, à chaque fois que c'était pas un « oui, c'est obligatoire », je le faisais pas. Et une dernière chose sur ce point-là, que j'ai lu aussi et que j'ai trouvé intéressante, c'est un mec qui dit « Si c'est pas un truc pour lequel tu pourrais annuler tous tes projets demain, ne le fais pas. » Typiquement, tu reçois un mail et on te dit « Est-ce que ça te dirait de venir faire une interview pour le magazine X ?» Si c'est pas un truc pour lequel t'es capable d'effacer ta journée du lendemain pour trouver un slot, c'est que t'en as pas suffisamment envie, tu devrais dire non. Je suis assez alignée avec ça, ouais, complètement. C'est le principe de revoir un petit peu, en effet, ses priorités et que tout n'est pas, comme je disais tout à l'heure, une urgence, tout ne devrait pas être forcément dans notre liste de tâches. Et je fonctionne un petit peu de la même manière. Moi, j'appelle ça des saisons de focus, de 90 jours, grosso modo, 12 semaines. Elle est tellement poétique, ça sent qu'elle est avec un philosophe. J'appelle ça mes petites saisons de focus. Je m'adresse beaucoup aux profils multipassionnés, mais au final, ça fonctionne pour tout le monde. On a tous et toutes plein d'idées, plein de sollicitations, tout un tas de choses, on a envie de faire plein de trucs. Et moi, c'est le moyen aussi que je trouve pour ne pas m'ennuyer. C'est que je peux prendre un projet, mais ce que je fais, c'est que je prends un projet dominant pour 90 jours et je prends quand même des sous-projets qui vont être en fait les prochains projets de mon année et je vais faire un peu la règle des 20-80. Tu vois, je vais travailler à 80% sur mon projet dominant et je vais faire 10 et 10 si j'ai 2-3 projets. C'est comme ça, moi, que je fonctionne dans l'année, tu vois. C'est pareil, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre de janvier jusqu'à mars, tu vois, j'ai écrit grosso modo mon livre sur les 3 mois et en même temps, en sous-projet, j'avais un petit programme de formation que j'étais en train de créer, donc je commençais à déposer un petit peu le squelette du programme, ce genre de choses. Et tu vois, j'y vais un petit peu comme ça et je pense que c'est une bonne méthode pour à la fois se structurer et s'organiser et pour ne pas s'ennuyer aussi, parce que c'est ça aussi le propre de pas mal de profils, c'est que vu qu'on est touche à tout, on a une grande envie d'apprendre, une curiosité insatiable finalement. Donc moi, c'est le seul truc que je trouve, c'est de continuer à perpétuellement me former un petit peu dans l'ombre, on va dire, pour ne pas m'ennuyer et ne pas justement ne pas terminer mes projets ou ce genre de choses, qui est aussi une belle injonction. Et ce qui est aussi OK. Oui, complètement. Tu me sers une transition parfaite, parce que j'allais te demander, c'est quoi un peu les achats qu'on peut faire du matériel pour justement soigner sa santé mentale? Est-ce que tu as des trucs à nous recommander, que ce soit des choses que tu as ou dont on t'a parlé, qui pourraient aider les indépendants à prendre soin d'eux? Alors, très bon exemple. Je ne suis pas en collaboration, les amis, mais nous allons demander un sponsor. On leur demandera pour la vidéo. Dans le bracelet Whoop. En effet, j'ai le bracelet Whoop depuis, ça fait pas très très longtemps. Il a des avantages, il a des inconvénients. C'est pas la solution miracle. Après, pour les personnes qui, comme moi, sont un petit peu contrôlantes, moi, j'avoue que j'aime bien. Ça me permet de traquer pas mal de choses. Et dans la santé mentale, j'ai inclus aussi beaucoup le sommeil parce que je pense que c'est important et surtout quand on travaille beaucoup, on peut avoir tendance à justement ne pas trop se soucier de son sommeil.
Et bon, moi, en tant que maman, peut-être encore moins. J'ai pas beaucoup dormi ces 2 dernières années et justement, ça me permet de bien traquer, de voir un petit peu de quelle manière je récupère, quels sont les pics de stress aussi avec les montées de cortisol dans ma journée et ça me permet en fait de me réguler. Donc ça, c'est un peu ce qui me permet de le traquer et ce qui me permet, on va dire, de le soigner. Alors c'est un peu holistique, mais moi, c'est des trucs qui fonctionnent quand même assez bien. C'est que moi, je suis très anxieuse de nature. Je suis une angoissée de la vie, vraiment. J'ai tendance à vite monter. Je suis très très sensible à pas mal de choses, très vite stimulée. Et donc, des fois, je me prends juste 1 minute, ma minute respiration, entre 2 projets, entre 2 trucs, où je ne me laisse pas le choix, en fait, mais ça ne me prend qu'1 minute. Je pose mes pieds au sol, je suis face à mon ordi, je ferme les yeux, peu importe, et juste je respire, et c'est un peu le principe de la cohérence cardiaque. Ouais. Et en fait, ça me permet de me réguler. Alors, c'est tout bête, mais franchement, ça marche super bien. C'est un truc que moi, j'adore faire, et qui, bien entendu, ne règle pas tous mes maux, mais qui me permet, en tout cas, de redescendre quand je sens que je suis en train d'exploser mon taux de cortisol. Et c'est un truc qui fonctionne super bien, mine de rien, de juste respirer, en fait. On a tendance à beaucoup l'oublier, alors qu'il y a beaucoup de disciplines qui se créent autour de ça, dont le breathwork notamment, qui est une super discipline pour ça. Mais voilà, juste un peu de cohérence cardiaque, on respire pendant 1 minute, vous chronométrez et vous revenez tranquillement. Et c'est pas 1 minute que vous allez perdre, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on travaille un petit peu 12 heures d'affilée sur un truc, on prend des fois même pas le temps de manger. C'est pas 1 minute de perdu. Au contraire, c'est 1 minute que vous allez bien gagner, qui va vous aider pour la suite de votre journée. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça qui, moi, je sais, m'aident énormément dans ma propre santé mentale. Tu t'es déjà fait accompagner? Tu vois des psys, des hypnothérapeutes. Il y a quoi dans ton emergency kit? Ouais. Le kit d'urgence du désespoir. Qu'est-ce qu'on met comme professionnel, comme spécialiste? Même, vas-y, si t'as des trucs perchés, mais dis-nous un peu comment est-ce que toi tu fais. Moi, j'aurais pas de recommandations à faire parce qu'en fait, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de tester. Parce que une chose va fonctionner pour quelqu'un qui ne fonctionnera pas sur quelqu'un d'autre. Et moi, typiquement, tu vois, par exemple, l'hypnose, c'est pas quelque chose qui fonctionne tant que ça sur moi. Alors que je pense que c'est un super outil, ouais. Et je sais pas. En tout cas, avec ma personnalité, mon mode de fonctionnement, c'est pas un truc qui m'apaise tant que ça par rapport à justement à ce travail de respiration qui, moi, fonctionne extrêmement bien sur moi, m'apaise énormément. Alors que c'est juste de la respiration, hein, vous ne prenez rien, il y a rien de spécial. C'est juste de la respiration pendant 1h30. Mais voilà, en hyperventilation. L'oxygène, donc... seule ressource encore gratuite. Profitons-en, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont nous trouver un concept, c'est sûr. Pour rendre ça payant avec un abonnement, certainement. Voilà. Justement, sur le breathwork, un truc qui m'a vachement parlé, j'en parlais dans mon épisode avec Charlie Haïd, c'est la respiration au carré. La respiration au carré, c'est hyper simple à retenir. C'est vous respirez 4, 4 et 4. Et vous pouvez augmenter ou réduire. Mais à chaque fois, donc vous inspirez pour 4, vous bloquez poumon plein pour 4, vous videz pour 4 et vous restez poumon vide. Là, vous allez avoir un petit coup de stress, mais c'est normal, pour 4. Et en fait, vous faites ça 1 minute, c'est très bien, par exemple. Mais ce truc de souvenir que la respiration au carré, c'est en fait à chaque fois, c'est le même temps. Donc vous pouvez faire 2, 2, 2, 2, ou vous pouvez faire 6, 6. Ne faites pas au-delà parce que si jamais il vous arrive un truc, je peux être tenu responsable. Mais vous m'avez compris, la respiration au carré, c'est une méthode très simple de breathwork qui est très connue si vous voulez appliquer. Et le journaling aussi. Ouais, journaling. Tu vois, avoir un petit cahier de gratitude au pied de votre lit. Il y en a qui sont team matin. Moi, le matin, personnellement, mon cœur, il va trop vite. Donc, je peux pas faire ça le matin. Mais le soir, j'adore me poser avant d'aller au lit. Ça me permet aussi d'arrêter les écrans. Avant d'aller au lit. Et du coup, je me pose et je mets mes gratitudes. Je peux mettre aussi des accomplissements. Vous choisissez ce que vous avez envie d'écrire et ce que vous avez envie de retenir aussi avant de vous coucher. Et tu parlais de cohérence cardiaque. Ouais. Ça, je suis pas cliente parce que moi, j'ai aucun problème de sommeil. J'ai un problème, moi, de m'endormir trop vite. Dès que je suis allongée, je dors. Et en fait, des amis qui ont des problèmes de sommeil m'ont parlé de dodo. Et pareil, en fait, c'est un petit boîtier, ça coûte 50 balles sur Amazon et ça te permet de faire de la cohérence cardiaque en projetant. C'est Nina Ramen, une de mes copines notamment, qui l'utilise beaucoup. Et en fait, tu inspires, tu expires et tu suis le mouvement lumineux. Et les gens disent que ça marche du feu de Dieu. Ah oui, je suis pas étonnée. Ouais, je suis pas étonnée. J'ai déjà entendu parler de ça et pareil, je l'ai jamais testé, mais c'est super puisque ça va me permettre de le faire. Voilà, en tout cas, en termes de santé mentale, moi, sur les spécialistes qui m'accompagnent, évidemment, aller chez le psy, je le dis tout le temps, c'est le docteur du cerveau, en fait. Donc, faut faire attention à son cerveau aussi et surtout, pas aller chez le psy que quand ça va mal. J'en parlais il y a pas longtemps sur un post LinkedIn où je me suis dit, c'est marrant, on est vraiment la première génération qui assume d'aller chez le psy parce que... Ça devient une habitude. Moi, c'est dans mes habitudes, par exemple. Alors que je
ne suis pas folle, je vous jure. Eh ben, rassure-toi, honnêtement, tous les gens que je connaisse sont dans ce cas-là, mais c'est vrai qu'on est peu à le dire sur les réseaux sociaux parce que c'est encore mal vu, et particulièrement de la génération du dessus. Ma mère m'a dit « Quoi, mais tu vas encore chez le psy, ça va pas mieux ?» Et en fait, il faut absolument s'enlever ça de la tête. En fait, il faut aller chez le psy quand tout va bien, parce que c'est le moment où vous allez pouvoir traiter les problèmes en profondeur et être justement dans la prévention et pas dans la curation. Solène, il est déjà temps de se quitter, mais si vous avez aimé cet épisode, rassurez-vous. On vous en a préparé un deuxième qui arrive très bientôt et qui traitera un peu des situations d'urgence dans la vie des indépendants. Comment vous prémunir des excès de la part de vos clients, partenaires ou parfois tout simplement votre entourage. Solène, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant patiemment ce nouvel épisode? Bien écoute, principalement, je te dirais sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente, donc venez me retrouver en DM et puis c'est moi qui vous répondrai directement. Merci beaucoup et je te donne rendez-vous quand tu veux au studio Marketing Square. Merci Caro. Merci à tous, ciao.